Bonjour à tous. Et bien aujourd'hui, nous allons faire un topo complet sur Cassandre, hein, le fils d'Antipater, hein, l'un des Diadoques, et roi de Macédoine. Alors, à savoir, il est tristement célèbre hein, pour avoir fait mettre à mort Olympias, hein, la mère d'Alexandre, ainsi que Roxane et Alexandre IV, hein, donc voilà, il a un pédigré quand même assez spécial hein, en ayant mis fin à la dynastie des Argéades. À savoir tout de même que sa dynastie, les Antipatrides, n'a pas perduré, hein, que ce sont bien les Antigonines qui ensuite se sont installées en Macédoine. Alors déjà, il faut voir, donc je l'ai dit, hein, il est fils aîné d'Antipater, hein, donc on l'a vu, hein, régent de Macédoine au titre de stratège d'Europe. Et ce qui est particulier avec Cassandre, c'est qu'en fait, il n'a pas participé à l'expédition d'Asie. En fait, il a rejoint Alexandre à Babylone à la toute fin du règne, hein. On va voir tout de suite après le pourquoi. Il faut voir, c'est à noter, hein, donc, il fait partie de la même génération qu'Alexandre. Et il a reçu l'enseignement d'Aristote, hein, en compagnie donc d'Alexandre, bien sûr, d'Éphéistion, Ptolémée, Lysimaque et Eumène de Cardia principalement. Et donc il est resté en Macédoine auprès de son père le temps de la conquête de l'Empire perse, hein. Évidemment, les deux hommes avaient fort à faire, notamment face aux Spartiates. Donc au départ, on a vu qu'Antipater, il était plutôt favorable à Alexandre, hein. Il avait même participé à son accession au trône après l'assassinat de Philippe. Mais rapidement, les relations avec Olympias donc, vont être très tendues. La reine mère va envoyer d'ailleurs différentes lettres hein, à son fils pour appeler, voilà, en tout cas pour prévenir, on va dire, d'une attitude l'attitude, on va dire, ambiguë d'Antipater. Et d'ailleurs, devant l'assistance de sa mère, Alexandre va en fait appeler Antipater à Babylone afin qu'il lui rende compte de son attitude. Et on pense d'ailleurs qu'il a même cherché à le destituer pour mettre à sa place le fidèle Cratère. Alors Antipater va refuser d'aller à Babylone et va envoyer donc à sa place ses deux fils, donc Cassandre et son frère cadet Iolas, donc plaider sa cause. Donc Cassandre rejoint donc Alexandre à Babylone en 324 et très rapidement en fait des incidents donc, vont l'opposer à Alexandre parce que Cassandre en tant que bon macédonien traditionnaliste se moque de l'usage de la proskinèse, hein, donc la prosternation devant le roi. Évidemment, c'est des usages en vigueur à la cour achéménide. Et il défend aussi évidemment la cause de son père qu'Alexandre accuse de déloyauté. Alors évidemment, il y a une certaine coïncidence, on va dire, entre l'arrivée tardive de Cassandre et de Iolas et la mort du roi, ce qui va alimenter des rumeurs d'empoisonnement, donc qui ont été reprises par des auteurs, notamment Diodore et Quincurse, mais sans que ceux-ci y croient en fait, hein. Et d'ailleurs, on l'avait déjà dit à propos d'Antipater, hein, mais bon, Iolas est les chansons d'Alexandre, hein, c'est-à-dire l'officier chargé de servir à boire au roi, et s'en fait de lui évidemment le suspect idéal en cas d'empoisonnement. Donc, voyons maintenant le, euh, le problème de la succession euh, de d'Alexandre. Donc au départ, on a vu, donc, évidemment, Antipater était toujours régent de Macédoine et son fils avait été donc désigné un temps donc officier dans la cavalerie. Donc il n'avait pas un rôle voilà, important, mais c'est voilà, l'assassinat de Perdiccas en 321 qui va rabattre les cartes et faire le jeu des forces centrifuges. Et Antipater donc reçoit le titre, on va dire, de protecteur des rois, hein. Il se retrouve, on va dire, tuteur de Philippe III Ridé, donc le demi-frère d'Alexandre, hein, réputé déficient mental, et de son très jeune fils Alexandre IV. Et donc il les rapatrie en Macédoine. Et le problème qui va se poser, c'est la succession en fait d'Antipater.
Parce que en fait, en 319, donc Antipater meurt à un âge avancé, hein, pas loin de 80 ans, et sentant venir la mort, il avait préparé soigneusement donc son testament politique, et contre toute attente, il n'avait pas désigné Cassandre, qu'il considérait peut-être comme trop jeune ou expérimenté, pour choisir l'aîné des officiers macédoniens, donc Polyperchon, hein, qui avait d'ailleurs été chargé par Alexandre de ramener les vétérans en Macédoine avec Cratère. Et bah, on imagine bien, hein, Cassandre va refuser évidemment ce testament, d'être placé sous la subordination de Polyperchon, et il va revendiquer pour lui l'héritage de son père. Alors, il va donc choisir ses alliés, hein, Cassandre, pour évidemment prendre le pouvoir à Polyperchon, et il va trouver un allié en la personne de Ptolémée, et ils sont rejoints d'ailleurs par Lysimaque et Antigone. Et on avait vu déjà aussi, hein, que Polyperchon, par un retournement d'alliance, va choisir comme général en chef en Asie Eumène de Cardia, à charge pour lui de vaincre Antigone. D'ailleurs, Polyperchon, c'est intéressant parce que pour voilà, affaiblir la position de Cassandre en Grèce, il va promulguer un édit en 318, qui reste assez connu, hein, dans lequel il proclame la liberté des cités grecques et qu'il annonce sa volonté de retourner aux institutions du temps de Philippe et d'Alexandre, et qui propose même d'ailleurs une amnistie suite à la guerre lamiaque. Euh, donc c'est une manière, on va dire, d'affaiblir la position de Cassandre en proposant, on va dire, une réconciliation entre les Grecs et les Macédoniens. Alors, dans ces événements-là, enfin, dans ce contexte-là, il y a voilà, Athènes qui va devenir l'enjeu d'une bataille, hein, parce que voilà, il y avait un dénommé Phocion, qui était voilà, le chef du parti oligarchique à Athènes, qui était donc favorable à Cassandre, qui est mis en difficulté par cet édit. Et la garnison macédonienne, donc installée à Muniki, hein, donc forteresse, on va dire, qui commande l'entrée de l'Attique, est tenue par un dénommé Nicanor, qui est donc un fidèle de Cassandre. Et Nicanor est vaincu en fait par Alexandros, ou Alexandre, on va dire, le fils de Polyperchon. Donc, qui a été évidemment chargé par son père de conserver Athènes, hein, face aux forces de Cassandre. Alors, cette victoire est de courte durée, hein, car Cassandre voilà, débarque au Pirée grâce à une flotte prêtée par Antigone, et il prend pied malgré une armée peu conséquente. Et Cassandre, en plus, voilà, parvient donc suite à un accord avec les Athéniens en 317, à faire nommer comme archonte Démétrios de Phalère, hein, qui va instaurer une oligarchie modérée à Athènes. Et donc, il accepte de se rallier à Cassandre. Donc, ce traité qui est assez connu, hein, institue une forme d'amitié entre les Athéniens et Cassandre. Donc, les Athéniens garderaient une forme d'indépendance, hein, mais Cassandre garderait la possession de la garnison de Mouniki. Et donc, avec ces événements-là, bah, donc la plupart des cités alliées à Polyperchon lui font défection. Alors, parlons maintenant de l'accession à la régence. Et donc, il bénéficie voilà, d'une grande popularité en Macédoine, et il va obtenir en fait les faveurs d'Eurydice, qui est en fait une ambitieuse épouse de Philippe II, hein. C'est une intrigante qui a donc été mariée à Philippe III. Et excusez-moi, je cherche ma ligne. Et voilà, voilà, oui, excusez-moi. Et à savoir donc, évidemment qu'Alexandre IV n'a toujours pas atteint sa majorité. Et donc Eurydice pousse, on va dire, évidemment ses ambitions, hein, elle manipule, on va dire, un peu Philippe III, et va faire proclamer en fait Cassandre régent, hein, épiménète du royaume, alors que Polyperchon est
déchu de ce titre, et qu'Eurydice, en fait, lui ordonne de rendre son armée à Cassandre. Donc, en fait, Eurydice, on va dire, parle au nom de Philippe III, hein. C'est là qu'il est un petit peu compliqué dans l'histoire. Et donc, Cassandre marche contre Polyperchon en 317. Alors, dans le même temps, Polyperchon cherche de nouveaux alliés. Bon, il y a toujours évidemment Eumène en Asie, je n'y reviens pas, qui lui trouve Antigone, on l'a déjà évoqué largement. Et donc Polyperchon appelle à l'aide Olympias. Et en fait, elle va profiter donc de l'absence de Cassandre en Macédoine pour s'emparer en fait de Philippe III, sans réel combat. Et sachant, voilà, avec le prestige de la reine-mère, que les soldats macédoniens n'osent pas s'y attaquer, et elle va faire assassiner Philippe III et contraindre Eurydice au suicide. Donc c'est vraiment, voilà, un casus belli à l'encontre de Cassandre. Et d'ailleurs, une centaine des partisans de Cassandre, dont un frère de Cassandre, hein, sont exécutés. Et donc Cassandre apprend la nouvelle alors qu'il combat dans le Péloponnèse, et il fait donc assiéger Pydna, où Olympias s'est réfugié. Et il parvient donc à prendre la cité, et évidemment il craint énormément l'influence de la reine-mère, et il a bien vu d'ailleurs que les soldats macédoniens avaient refusé de la combattre, et il lui promet en fait la vie sauve si elle se rend, sauf qu'il l'a fait exécuter en 316. Donc voilà son premier acte, on va dire, à l'encontre des Argéades, hein, avec donc l'exécution d'Olympias en 316, après une comparution devant l'Assemblée macédonienne. Et donc là, Cassandre, évidemment, elle est main libre, hein. Il va s'emparer d'Alexandre IV et de sa mère, hein, Roxane. Donc je rappelle que Philippe III et Eurydice ont été assassinés, et qui va d'ailleurs leur organiser des funérailles solennelles. Et donc c'est là où il va faire son entrée, on pourrait dire indirectement, dans la dynastie argéade, en épousant Thessaloniké, qui est donc une fille de Philippe II, hein, et donc une demi-sœur d'Alexandre. Et d'ailleurs, en 315, il va fonder la fameuse cité de Thessalonique, hein, évidemment, une des plus grandes villes de Grèce, hein, en l'honneur de son épouse, hein. D'ailleurs, il avait fondé aussi une autre cité, Cassandreia, à l'emplacement de Potidée en Chalcidique. Donc voilà pour les ambitions de Cassandre, hein, qui est donc, on va dire, qui s'établit en 316 en Macédoine au titre de régent des rois. La suite tout de suite après, je vous remercie.